Bonjour et alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente Valentina, que je connais grâce à l'intermédiaire de nos mamans et j'avais envie, voilà, on échange beaucoup ensemble depuis quelques temps et j'avais envie que vous participiez à nos échanges et que vous découvriez Valentina un peu plus. Donc Valentina, je te laisse te présenter. Je ne vais pas le faire, mais je te laisse te présenter comme tu le souhaites. Ok, super, merci beaucoup Marilyn. Bonjour à tous. Moi, je suis Valentina Céleste et je suis médium, voyante, numérologue, tarologue et artiste spirituelle. Voilà, comme l'a dit Marilyn, on s'est connus au travers de nos mamans, puisque ma mère est aussi numérologue, tarologue et je suis née dans le milieu de la spiritualité. Et Marilyn qui est sophrologue. Moi, je fais aussi la sophrologie, donc on a beaucoup échangé aussi sur nos parcours, sur notre travail et sur qui on est. Voilà, c'est intéressant d'avoir des discussions entre thérapeutes ou même des personnes qui sont dans le milieu pour nous permettre de progresser, d'apprendre mieux sur nous et de nous aider aussi euh, Ouais. voilà, dans notre parcours, Justement, sur ce sujet-là, dans nos expériences et dans ce qu'on vit, parce qu'on a des choses. ouais, Voilà. pardon, je crois qu'il y a un petit décalage. Justement, là-dessus, j'avais envie de rebondir là-dessus parce qu'on en a parlé là récemment. Euh, le milieu de la thérapie, on a un peu le même ressenti là-dessus. Euh, sur le fait d'être isolé parfois, puis le fait d'être auto-entrepreneur aussi, le fait d'être entrepreneur, on est vachement isolé. C'est vrai que quand on commence à faire des connexions avec des personnes qui matchent, parce que ça, c'est le plus dur, Mhm. Mhm. on arrive à les garder. Quel est toi ton rapport avec les autres thérapeutes, alors que ce soit autour de chez toi ou même sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu échanges beaucoup? Est-ce que tu as des liens avec d'autres personnes dans ce milieu-là? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une amie que j'ai depuis le lycée et sur le tard, on s'est retrouvés et en fait, on s'est réouvert en tous les cas à ce domaine-là en s'intéressant d'abord à la lithothérapie, à plein de choses, à l'énergétique, etc., qui aujourd'hui est à son compte aussi, qui fait de l'hypnose, de l'énergétique et avec lequel on a pu partager notre passion. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Quand on est dans la passion de ce développement personnel, d'ouverture à la spiritualité ou en tous les cas dans le monde du bien-être, hein, parce qu'il y a quand même aussi une différence, et ça c'est important à noter, entre le monde du bien-être et de la spiritualité. On a des pratiques qui sont totalement différentes et des ouvertures d'esprit qui peuvent être totalement différentes et ça on pourra le revoir par la suite. Mais en tous les cas, voilà, j'ai cette amie-là qui est très importante dans ma vie puisque du coup on s'entraide et on chemine par rapport à ça. Donc, c'est important aussi, si vous ouvrez à ce domaine du bien-être ou de la spiritualité, d'aller aussi à la rencontre. Ça peut être au travers de forums sur Internet, sur Facebook, mais autour de chez vous aussi, dans des réseaux. Ça peut être des réseaux de commerçants et d'aller à la rencontre de ces personnes qui sont autour de vous parce que ça va vous aider à cheminer. Moi, par exemple, je fais partie d'associations de commerçants, de personnes de riverains de mon village. Et en fait, j'ai rencontré plein de personnes qui sont actuellement entrepreneurs, pareil, auto-entrepreneurs, qui s'installent à leur compte, qui se sont installés. Donc, on s'entraide, on fait des ateliers ensemble. Voilà, c'est intéressant, c'est enrichissant. Après, dans le monde, pour moi, de la spiritualité et du bien-être, il y a un peu de tout. Il y a un peu à boire et à manger. Et moi, je vous invite à vraiment écouter votre intuition, puisque après, c'est dans ce que j'ai vécu et dans ce que je vois. Après, moi, je laisse chacun voir sa manière de voir. Mais depuis le Covid, il y a eu beaucoup pour moi de reconversions de personnes qui se sont installées dans le monde du bien-être, qui se sont mis à leur compte, mais qui n'ont pas forcément les bonnes intentions derrière et qui se sont dit on va gagner de l'argent, on aide les gens, etc. Il y a pas forcément ces belles intentions. Nous, on est des personnes passionnées, on le fait avec le cœur et avant tout, c'est d'aider l'autre. On n'est pas là pour gagner de l'argent. Après, c'est aussi faut qu'on puisse en vivre aussi, hein, c'est notre activité, hein, c'est pas voilà, simplement alimentaire. Dans ce milieu-là, c'est que comme c'est quelque chose que tu fais avec le cœur, que cette utilité, voilà, tout ça, c'est compliqué en fait de se dire je vais gagner ma vie en fait avec ça. Enfin, moi, je sais que personnellement, des fois, je me dis, et j'ai eu aussi ce retour-là, ce miroir-là, à un moment donné, de dire ah bon, c'est aussi cher, ah bon, bah, tu trouves pas que c'est un peu. Bah, il n'y a pas plus tard que hier, une personne qui me disait tu te rends compte, j'ai payé, je crois que c'était 140 € la séance, une séance. Mm. Et du coup,
autant avant, j'aurais dit, oui, c'est vrai, 140 euros, ça fait beaucoup et tout. Et autant là, maintenant, je me dis, ouais, mais en même temps, tu sais pas le loyer qu'elle paye, tu sais pas les charges qu'elle paye. Ça se trouve, elle a une expertise hyper pointue, elle a une compétence qui est hyper importante et qui fait que c'est 40 euros. Mais en fait, je trouve qu'il y a eu tellement il y a encore tellement de trucs, de magouilles, de gens qui sont pas honnêtes que du coup, on est un peu mis dans le même panier et du coup, on n'ose plus se Mm. dire que nous, on va avoir une compétence beaucoup plus importante et donc je trouve qu'on se dévalorise beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Tout à fait. Et souvent, enfin, quand on se met à son compte en tant que dans le bien-être, hein, en thérapeute, dans l'accompagnement à l'autre, on se dit, ben, je suis dans le bien-être, dans le monde de la spiritualité, je suis pas censée gagner de l'argent. Il y a beaucoup de croyances aussi par rapport à ça, du fait que ben, tu aides l'autre, donc tu dois pas prendre de l'argent. Si tu prends de l'argent de l'autre, c'est profiter. Et ça, pour moi, c'est important d'en sortir parce qu'aujourd'hui, ben, il y a des personnes qui sont banquiers, il y a des personnes qui sont dans les assurances, il y a des personnes qui sont bouchers, boulangers, etc. Ils gagnent bien leur vie et on ne dit rien sur le prix. Et on paye les prestations, mais nous, on est sur une prestation de service. Et quelqu'un qui vient nous voir aujourd'hui, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui est angoissé, et donc qui n'arrive pas à vivre, que ce soit professionnellement, sentimentalement, nous, on va lui apporter quelque chose, mais qui n'est pas palpable forcément, mais qui va le voir au quotidien. On va lui permettre de s'écouter, de retrouver la paix, la sérénité, le bonheur, mais ça n'a pas de prix. Et c'est important que la personne, elle va avoir un changement dans sa vie. Elle va changer, elle va apprendre à se connaître, elle va s'ouvrir à des choses. Pour moi, ça, c'est énorme en fait. Donc vraiment, on va lui amener, on va l'aider en tous les cas à découvrir sa beauté, enfin, plein de choses. Ça va être un cheminement, hein, ça ne veut pas dire que ça va se faire en 2 jours. Mais finalement, on n'a pas le choix. On est dans une société où malheureusement, ben, il y a cette énergie d'argent et enfin, cet argent, les loyers, on a des crédits à payer, on a des choses à payer, on doit nourrir nos enfants. On n'a pas le choix. On serait dans un monde où il n'y aurait pas d'argent. Cette question-là, on ne se la poserait même pas. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Et nous, peut-être dans nos missions de vie, thérapeutes, toi, moi, on a décidé, ou en tous les cas, on est amené à aider l'autre. Et on ne nous a pas dit aider l'autre en étant pauvre, aider l'autre, mais aussi nous, on doit être heureux dans notre vie. On a aussi nos enfants à nourrir, on a un loyer à payer. Enfin, le banquier, si je lui dis on fait un échange, je ne vous paye pas, je suis dans le monde du bien-être, le banquier, il va bien rigoler. Donc, voilà, si je vais chercher l'essence et que je dis, ben non, moi je suis dans le monde du bien-être, on fait un échange. Non, ça ne se passe pas comme ça. À aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans des années, il n'y aura pas ce système de troc et d'échange. Moi, aujourd'hui, avec des thérapeutes, on fait des échanges. Ça peut être des esthéticiennes, ça peut être des coiffeuses, on fait des échanges, donc il n'y a pas d'argent, on fait des échanges de services. Et je trouve ça génial. Et même entre thérapeutes, on s'aide, on fait une séance. Voilà, donc après, c'est aussi de se sentir, moi je pense que ça vient beaucoup de nous, de se sentir légitime. Après, il y a des fourchettes de prix. Voilà, moi, je ne mettrai pas forcément mes prestations à 140 euros. Par contre, des personnes peuvent venir me voir 2 fois. J'ai différentes prestations. On peut vite arriver à 120 euros dans le mois si elles viennent me voir à plusieurs séances. Donc, c'est juste qu'il faut s'écouter. Mais finalement, si la personne, elle est malheureuse, elle vous paye 140 euros, qu'elle ressort de chez vous et que Oui. sa vie, elle a complètement changé. Et qu'en fait, elle attendait que ça, 140 euros dans une vie, c'est quoi? C'est rien au final, hein. Ouais, et puis il y a aucun souci pour dépenser 140 euros, je sais pas moi, dans une robe, dans n'importe quoi, parce qu'on sait que c'est du Oui. plaisir. En fait, je crois qu'il y a aussi ce truc de plaisir instantané que tu n'as pas en fait avec la thérapie. C'est quelque Mmh. chose voilà, qui chemine en fait, c'est au long cours. Donc tu peux pas avoir tout de suite les bénéfices d'une séance. Euh, c'est au fur et à mesure en fait que tu construis quelque chose avec toi-même. C'est toute ta vie en fait que tu évolues, c'est toute ta vie que tu essayes de te comprendre, que tu essayes de, de, de te libérer voilà, de barrières, de croyances, de tout ça. Et c'est juste que c'est pas le même plaisir. Et donc, comme on est associé, comme c'est de l'argent, du coup, on est associé à ce truc de plaisir instantané. Et Mmh. puis, je pense aussi qu'on nous a... Enfin, voilà, c'est pas quelque chose qu'on... Ça commence à venir tout doucement et tout ça, mais finalement, il n'y a pas si longtemps que ça comparé à l'évolution humaine, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on fait attention à nous-mêmes, qu'on prend soin de nous. C'est il y a quoi, 50 ans, 60 ans? Et encore, et Et encore.
Ouais. Et encore, parce qu'on a des générations, j'ai des générations de personnes qui ont peut-être 50, 60 ans, qui sont encore à je profiterai quand je serai à la retraite. Voilà, Oui. on est sur voilà, je profiterai quand je serai à la retraite. Donc on économise, on épargne et on a beaucoup aussi, c'est des éducations, c'est aussi un autre système de fonctionnement qui existait de nos parents, hein, parfois de nos grands-parents et qui, bon, ben, on travaille toute sa vie, on reste dans la même société, on se marie, etc. Il y a beaucoup de croyances, d'éducation, de choses qui font qu'à aujourd'hui, ben, il y a des nouvelles générations, il y a nous aussi, et on s'ouvre à davantage se faire plaisir, penser à soi. Alors attention, et par contre, ça, je voudrais souligner ça, dans le développement personnel, quand on encourage les gens, il y a beaucoup aussi parfois de gens qui ne le voient pas forcément. On dit beaucoup, ben, pense à toi, fais-toi plaisir. Toi, pense à toi. Donc un peu, la personne, elle est seule, elle voit qu'elle, mais le développement personnel, c'est d'abord, avant tout, d'être bien soi-même et avec les autres. Et ça, c'est très important parce que souvent, on voit des thérapeutes ou des personnes qui s'isolent. Ah, ben, elles sont très heureuses. Elles sont chez elles. Elles ne côtoient personne et elles vont dire aux gens, il faut être, il faut être bien, il faut être positif, etc. Et finalement, elles ne sortent jamais. Donc, elles ne sont pas confrontées à travailler avec l'autre. Et c'est d'abord important, en effet, de se retrouver, d'être bien avec soi, mais c'est aussi important d'aller vers les autres. Et voilà, parce qu'il faut gérer des choses et que l'autre est miroir de ce qu'on est et de ce qu'on a à travailler. Non, mais clairement et puis même, tu vois, je sais que moi, je me suis vachement mis, enfin, je me suis vachement isolée en tant que ça fait quand même maintenant un peu plus de 5 ans et il y a que vraiment là, la dernière année qui vient de passer où j'ai commencé à m'ouvrir un peu. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée dans ma formation, moi, de sophro, quand j'ai commencé à regarder les salons, je voyais les gens et je me disais: «Mais OK, donc on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde». Mais pas du tout, parce que du coup, moi, quand j'arrivais, enfin, j'ai eu plein de remarques dans ces trucs-là, bah, voilà, quand je les voyais dire: «Non, mais tout va bien, zen», enfin, tu les vois vraiment genre, Mmh. voilà, avec ce truc d'être bien, d'être zen, d'être dans la joie, d'être machin, tout ça et quand toi, tu commences un peu à t'opposer aux choses ou dire: «Bah, non, peut-être que ça pourrait être fait autrement» et ou à exprimer, en fait, tes émotions sur telle et telle chose, de dire: «Putain, ça me stresse» ou c'était genre, «Bah, attends, mais tu tous les outils qu'il te faut, je comprends pas pourquoi ça te stresse, tu Mmh. devrais aller voir quelqu'un» et moi j'étais là, je fais: «Non mais sinon on a des émotions aussi, c'est possible». Enfin, en fait, le décalage était trop énorme, j'avais des personnes en face de moi qui et puis après je me suis rendu compte en plus qu'elles étaient pas du tout enfin, qu'elles laissaient une image d'elles qui était fausse finalement. Enfin voilà, ce truc de, tu sais un peu genre, le cordonnier mal chaussé. Quand tu es thérapeute, en fait, il faut que tu aies une image de toi qui va toujours bien, qui est toujours OK, alors qu'on passe par, des phases, dans enfin, c'est normal en fait, c'est la vie humaine finalement, tu vois? De passer par des phases mais c'est que nous, en fait, on va avoir cette compétence d'accompagner l'autre, dans ses trucs à lui aussi, mais ça n'empêche pas que nous, on a des trucs Tout aussi à fait. et Ah de oui. plus en plus, moi, je commence un peu à m'ouvrir et à me dire: ouf, d'accord, les personnes en face de toi, ils sont différentes et tout, mais déjà de une, ça t'apprend à, bah, gérer ça. Gérer, Mmh. que tu n'es pas, que voilà, que les autres en face de toi ne sont pas pareils, même si c'est une grosse proportion de gens, bah, du coup, essaye de voir comment tu peux t'affirmer en tant que toi, par rapport à ces personnes-là, de pouvoir échanger et en fait, ça me fait travailler là-dessus, c'est clair. Et Mmh. le 2e truc, c'est, arrête de t'auto-saboter, en fait. Parce qu'en fait, je me suis mis une balle dans le pied à pas vouloir, en fait, me montrer, en fait et d'aller dans les événements, locaux et tout ça. Je me suis mis une balle dans le pied. Donc voilà. Bon après, chaque chose arrive au moment où ça doit arriver, mais ouais, ce truc-là, est-ce que toi, tu ressens ce décalage des fois avec, les autres, de Bah, en fait, à la différence de toi, quand j'ai commencé à me quand je me suis mise à mon compte, bon, déjà, j'ai eu un énorme décalage avec les sophrologues parce que j'ai très bien vu que j'étais pas une sophrologue, classique. Bon, j'ai ma part de spiritualité qui rentre dedans et parfois, on a des personnes qui se mettent dans la sophrologie, qui sont dans un monde de très terre à terre et qui sont pas sur une ouverture, spirituelle. Donc moi, je suis beaucoup plus sur l'intuitif, à faire ce que je ressens et on a quand même, des écoles de sophrologie chalcédiennes qui sont très protocolaires, c'est très comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, ne me convient pas, qui peut convenir à des personnes, qui ne me convient pas. Donc, très rapidement, j'ai dû m'écarter de certains types de thérapeutes dans le bien-être et j'ai été confrontée, alors après, au début de mon activité, quand je me suis lancée, moi, j'ai été beaucoup à l'extérieur, en fait. Je me suis très, très,
très vite rendu compte. Bon, il y a eu la phase de Covid, donc c'était compliqué de ressortir, hein. On a eu cette période-là un petit peu bloquée chez nous. J'ai eu une phase où il a fallu que je me sente légitime, donc je me suis beaucoup cachée. Je me sentais pas légitime dans ce que je faisais, j'avais besoin d'avoir de l'expérience, et cetera. Donc c'est compliqué, hein, il y a cette phase-là. En tant que thérapeute, si tu écoutes, c'est vrai que moi je trouve que tous les thérapeutes passent par des phases qui sont similaires, la légitimité, le fait de se montrer. J'ai eu des problématiques avec mon site internet, enfin bon, je passe les détails, jusqu'au jour où ça y est, je me suis ouverte. J'ai commencé à faire des stages de bien-être avec mon amie justement qui est énergéticienne, des stages où on formait les gens, où on ouvrait les gens à la spiritualité, des soins collectifs, etc. Donc j'ai beaucoup développé ça au début. Donc j'étais beaucoup avec l'autre, c'est-à-dire j'avais un manque de confiance en moi certainement, et c'était rassurant d'être avec un autre thérapeute pour accompagner les personnes. Tu vois, tu te sens beaucoup plus légitime. Tu es avec l'autre, il est là. Si jamais ça va pas, tu as l'autre qui est là. Et en fait, c'est d'être avec l'autre. J'ai beaucoup fait d'ateliers, tu vois, j'avais besoin de beaucoup faire d'ateliers collectifs, d'être beaucoup plus en collectif. Et après, je me suis développée. Donc, pour des thérapeutes, ça peut être aussi aller à l'extérieur sur des réseaux, hein, comme des réseaux de commerçants, des associations. Ça peut être des endroits où ils peuvent t'accueillir pour faire des ateliers. Le but, c'est d'aller à la rencontre aussi des thérapeutes. Là, je fais beaucoup en ce moment. Euh, je me suis rendu compte que le réseau, c'était important, de sortir à l'extérieur, de donner sa carte, de parler de qui tu es. Et j'organise des apéros réseau. Donc, c'est tous les entrepreneurs. C'est pas forcément que les gens dans le bien-être. C'est des gens qui sont dans l'immobilier, des gens qui peuvent être dans le TP, etc. On se rencontre, on discute de nos activités, on échange nos cartes. Pourquoi pas, on peut organiser des choses. Et j'en fais beaucoup dans des endroits très différents avec des gens différents. Parce qu'une fois que tu as fait le tour dans ton village, à un moment donné, il faut s'ouvrir à d'autres choses. Voilà. Donc, mais j'ai par contre ressenti, et ça a été très compliqué pour moi cette année, euh, du rejet de Oui. la part de thérapeutes dans le bien-être. Donc, qui m'ont jugée sur ma part de voyance et de numérologie, en sachant que mon activité de voyance et de numérologie, je suis beaucoup plus dans un axe de développement personnel et d'apprendre à mieux se connaître pour aider la personne, en sachant que la personne est créatrice, que pour le lui dire typiquement, tu vas divorcer, quelle est la décision à prendre. Clairement, la voyante qui te dit oui ou non, moi, je ne suis pas là-dedans. Je vais t'aider à découvrir, où il va y avoir des réponses à un moment donné. Voilà. Soi mais pas un outil ouais, de voyance comme on l'entend avec Madame Soleil et tout ça, Oui, quoi. tout à fait. Avec les choses dramatiques. Oh là là, non, enfin, pour moi, on a 10 futurs sur l'instant T. Quand la personne vient me voir en consultation, en fonction de son état d'esprit et de ce qu'elle a mis en place, elle a un futur qui se dessine. Si aujourd'hui, elle ne change rien par rapport à ça, c'est ça qui va se réaliser. Si par contre, elle travaille sur elle, qu'elle met en place des choses, son futur va changer. Et elle peut accéder à tout finalement, mais tout vient de nous. On est Et un de pas créateur avant tout. tu sais, des fois, avec la voyance, tu peux être dans un état de passivité, du coup, de dire, ah bah non, mais il y a ça qui va arriver, donc du coup, je vais pas le faire. Mais là, toi, tu es vraiment dans une optique différente, c'est de dire, enfin voilà, comme tu as expliqué, je vais pas répéter, mais je trouve ça intéressant et de se rendre compte que du coup, c'est la médiumnité qui est différente par rapport à la voyance. Alors, en fait, si tu veux, alors, parce que c'est vrai que c'est assez flou, il y a beaucoup de choses. On a le côté médium, voyance. La voyance fait partie de la clairvoyance, donc c'est un de nos canaux. Médium, pour moi, la médiumnité. Alors, bon, souvent, la médiumnité, les personnes vont te dire, c'est les capacités à pouvoir parler avec des défunts, être en contact avec un défunt. Pour un médium pur, c'est ça. Alors après, moi, la médiumnité, je la vois différemment, c'est-à-dire que la médiumnité, c'est être le milieu. Donc, je suis au milieu et j'ai accès aux informations. Donc, je suis au milieu, je peux avoir accès aux informations des défunts, je peux avoir accès aux informations des guides, accès aux archanges, aux maîtres ascensionnés, je vais pouvoir avoir les informations. Après, je fais du quantique, donc j'ai accès aux informations. Après, on y met nos croyances aussi derrière, hein. On peut se dire, je communique au travers des guides, au travers des anges. Il y en a, ça va être au travers de nos ancêtres. Vous voyez, il y a toute une manière, en fonction de nos croyances, pour accéder, puisque c'est finalement des informations et être en communication. Donc, pour moi, à la base, on est tous médiums, mais on va le développer ou pas, s'ouvrir, écouter notre intuition, aussi en fonction de notre mission de vie, en fonction de nos expériences, en fonction de qui on est, en fonction de nos rencontres. Et il y a des personnes qui ne s'ouvriront pas à ça et vont vivre très bien toute leur vie. Donc, il n'y a pas d'obligation à rentrer là-dedans. À un moment donné, pour moi, la spiritualité, dans mon cheminement, ça a été une aide, en tous les cas, un outil de développement personnel. Oui, puis en Vraiment. plus,
a chacun notre je pense vraiment, en fait, on a chacun des choses, en fait, à explorer, dans notre vie et comme tu disais, il y en a certains, en fait, où ça va pas les intéresser, où ils vont avoir une vie très bien sans tout ça et c'est OK, quoi. Mais c'est je pense que c'est le fait de tu vois, on parlait vachement là, on parle des autres, mais tu vois, c'est d'accepter, en fait, et d'être OK avec l'autre et d'être OK sur le fait, bah, des fois qu'on n'est pas d'accord, mais ça n'empêche pas de rompre le dialogue, mais de pouvoir quand même continuer à échanger et je trouve que c'est ça qui est le plus difficile. Tu parlais des thérapeutes, qui t'ont rejeté là. Mmh. C'est des thérapeutes qui font quoi comme, thérapie? Sophrologue, naturopathe, réflexologue. OK et elles, c'est quoi qui les dérange? En fait, j'ai remarqué souvent parce que je voulais faire partie, d'une journée de bien-être, donc bien-être. Ah beh oui, mais là du coup, tu vas pas pouvoir rentrer dans cette journée de bien-être. Mmh. Je considère que mon activité, la voyance ou la numérologie rentre tout à fait là-dedans. Bon, je fais aussi du soin quantique, mais va rentrer pour moi, pour aider la personne à mieux se connaître. Donc c'est du bien-être. Voilà, et dans ma perception et dans ma manière de le faire, c'est mon approche. Mais les gens, si tu veux, qui te mettent une étiquette directement, tu ne peux pas y rentrer, n'ont pas cherché à savoir qui tu es. Parce que On fait perché? comment? Pour eux, c'est trop perché, c'est quoi le souci, en fait? C'est parce qu'en fait, ce sont des personnes qui, quand tu leur dis que tu es alors ils sont dans le bien-être, hein, ils sont naturopathes, ils sont réflexologues, sophrologues. C'est des personnes en plus qui avant étaient dans un ils te parlent de diplôme, ils te parlent, de choses palpables. Bon, un soin énergétique, par exemple, c'est pas palpable, tu vois? Mais ils vont le rentrer dans le bien-être et il y a un décalage et donc en fait, c'est vraiment mettre des étiquettes donc ces personnes-là, sont dans le jugement, Mmh. directement. C'est un Ouais, jugement de valeur, un jugement de qui tu es, de ouais. qu'est-ce que tu fais. Pour moi, bon après, c'est compliqué, hein, mais quand on est thérapeute, on est censé ne pas juger, pas critiquer. Ça ne veut pas dire qu'on le fait pas, on est tous là-dedans. Mais tu dois être ouverte. Tu as l'ouverture d'esprit, d'écouter aussi ce que la personne te propose et de pas forcément acter et te dire: «Elle rentre dans cette case-là». Justement, il y a plus de cases. Non, non, c'est clair. Alors attends parce que, Zoom vient de me dire que j'ai plus que 2 minutes. Donc je vais arrêter maintenant et on reprend, je Tout pense à que fait, c'est on refait une petite vidéo. ah, Voilà. je stop. Bon, on a été coupé. Donc je vais te relancer sur un truc que je me suis noté des petits trucs que je voulais te reparler. Hem, je trouve ça super en fait que tu fasses des apéros avec d'autres commerçants, d'autres personnes qui sont pas forcément dans le bien-être. Qu'est-ce que ça t'apporte toi en fait de communiquer, d'échanger avec, d'autres personnes qui sont pas, dans ton secteur d'activité? Après, il faut dire que quand tu as c'est comme une classe, en fait, quand tu fais ces apéros réseau ou parce qu'en fait, si tu veux, il en existe déjà, c'est le bistrot réseau du matin, qui Ouais. existe le jeudi matin, qui a été créé, par une personne, là où j'habite et Mmh. en fait, il a créé ce concept parce qu'en fait, il s'est rendu compte que les gens, ils prenaient le café, ils échangeaient beaucoup, le matin autour d'un café, c'était sympa. Parfois, tout se passait, autour d'un café et il y a beaucoup de déjeuners, même business, il y a beaucoup de BNI et cetera, qui se font autour d'un déjeuner le matin, Mmh. d'1 heure. Et au final, voilà, il y a beaucoup ça existe déjà et c'est intéressant parce que, tu parfois ça peut créer, du lien avec des personnes qui ne connaissent pas forcément, et qui vont, se dire: «Ah ben tiens, pourquoi pas son activité, même si on ne fait pas la même chose, peut être en parallèle, même si on n'est pas dans le bien-être», tu vois? Ouais. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui est naturopathe, aller dans un magasin bio et proposer, aider les gens quand ils viennent, à choisir certains aliments par rapport à ce qu'ils ont besoin et cetera. Ça peut être des conseils, donc il peut y avoir du lien qui se crée, des personnes qui ont des affinités aussi et qui vont échanger donc voilà. Après ça reste quand même sur le café le matin, on n'a pas forcément trop le temps d'échanger, mais tu vas aller vers des personnes avec lesquelles ça match. En général, moi je vais plutôt avec des personnes qui sont dans le monde du bien-être. D'accord, OK. Tu as déjà eu des échanges avec des personnes qui sont pas du tout dans ce milieu-là? Oui, j'en ai déjà eu avec des gens qui sont dans l'informatique, des choses comme ça. J'ai des personnes aussi qui font tout ce qui est Mmh. réseau, donc on échange un petit peu dessus. Bon, après clairement,
je suis attirée dans tous les cas, et ça, c'est de toute ma vie, par Mmh. des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que moi. Je me rends compte qu'à un moment donné, ça sert à rien de forcer et de vouloir. Moi, je suis hypersensible et HPE, donc en fait, j'ai tendance à vouloir être aimée de tout le monde, à aller voir tout le monde. Je voudrais être sociable, que tout le monde m'aime. Mais on ne peut pas être aimé par tout le monde, on est différents, on est nous. Et en plus, on renvoie aussi aux personnes des choses qu'ils ont à travailler, des choses qu'ils n'aiment pas. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, c'est d'aller vers des personnes vers lesquelles, avec qui tu as des affinités. Tu peux pas t'entendre bien avec tout le monde, hein. Ça peut être aussi quand tu as ton conjoint, il a des amis. Tu peux ne pas t'entendre forcément avec ses amis. Tu les as pas choisis. Tu vois, tu choisis tes amis, tu choisis les personnes, même dans tes collègues au travail, il y a des personnes avec qui ça passe pas. Ouais. Tu en as d'autres avec qui ça passe super bien. C'est comme une classe. Il y a tout type de personnalité. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde et à un moment donné, je pense que c'est important d'accepter et d'aller vers et peut-être d'accepter juste d'aller vers des personnes avec qui ça passe bien. Parce que moi, en tant qu'hypersensible HPE, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont hypersensibles HPE, moi, je suis quelqu'un qui va avec des personnes, il faut que ça vibre, quoi. Comme Ouais. toi, il faut que ça vibre avec les gens, quoi. Tu le Ah ressens. Et on a tendance à s'isoler à un moment donné aussi quand on est thérapeute parce qu'il y a un décalage avec les mmh. autres. Comment tu as découvert ton hypersensibilité? Qu'est-ce qui s'est enfin, comment c'est apparu que comment tu as été, c'est un diagnostic en fait l'hypersensibilité, c'est ça? Comment ça se passe? Non, non, l'hypersensibilité, c'est pas un diagnostic. Après, l'HPE, HPE, HPI, oui, tu peux avoir un diagnostic qui est HPE, c'est proposé quoi? par des HPE, c'est haut potentiel émotionnel et OK. HPI, c'est haut potentiel intellectuel. OK. L'hypersensibilité, j'ai fait une vidéo si jamais les personnes, veulent voir sur l'hypersensibilité, parce que c'est un peu long à expliquer, mais en On gros, mettra quelqu'un qui est le lien, hypersensible. je le mettrai en description, Oui, voilà, mais l'hypersensibilité, c'est être très réceptif et très sensible, on va dire avoir une sensibilité accrue à nos 5 sens. Mmh. Donc on va être surstimulé et on va avoir des émotions, on capte tout en fait. On capte toutes les émotions, et on peut être, dérangé par une lumière très forte, par un son, par des odeurs, par des personnes qui nous touchent, sur Mmh. nos 5 sens. Donc c'est une hypersensibilité qui va faire qu'on va être aussi plus fatigué au quotidien et on va avoir besoin de beaucoup plus de repos, d'être moins avec du monde et Ouais. d'avoir des moments de solitude qu'en hypersensible. Et après au potentiel émotionnel, c'est différent. Enfin, c'est pas différent, mais ça veut dire que, on a une sensibilité, émotionnelle, on a une intelligence émotionnelle qui est différente des autres. Donc, on va être beaucoup sur l'émotion, l'empathie aussi avec l'autre. Ça peut être de la créativité, des idées, ça va dans tous les sens. Et ça peut être éventuellement le cas d'une autre vidéo qu'on pourrait échanger sur ce Ouais. côté-là sur HPE. Et moi, je suis arrivée, on va dire que, heu, très jeune, moi, j'ai été, voilà, j'étais très sensible, hypersensible. Je me suis jamais, sentie à ma place. J'ai beaucoup été rejetée par les autres, humiliée aussi, hein, à l'école, ça a été, voilà, un parcours très compliqué pour moi, l'école, puisque du coup, c'est le terrain, je dirais, des enfants méchants, de la méchanceté, pure. Et moi, je suis née, innocente, gentille, avec, aucune part de méchanceté. Je ne savais pas que la méchanceté pouvait exister à ce point-là et qu'on pouvait être juste méchant gratuitement. Donc, j'en ai beaucoup souffert, hein. Après, c'est parce que je suis aussi hypersensible et par la suite, un mal-être entraînant, certains types de comportements m'ont amenée à devoir consulter des psychiatres, et des psys, parce que j'étais dans un mal-être existentiel, très important. Et on n'a pas eu le choix, même ma famille, d'aller voir un psychiatre, hein, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passait, trouver des solutions. Et j'ai été diagnostiquée d'une maladie et donc une maladie à vie. Tu avais quel âge à ce moment-là, au moment où tu allais Bah, je chez suis trop me souvenir. Je pense que j'avais 18 ans, je crois, ouais. 18-19 ans, enfin j'avais moins de 20 ans. OK. Et en plus, en plein dans l'adolescence, peut-être une adolescence qui a duré un peu longtemps avec les hormones un peu en effervescence et du coup, on part un peu dans tous les sens, on apprend à se connaître, on se connaît pas, on teste des choses. Voilà, donc parfois des comportements un peu qui vont paraître: «Ah, c'est pas normal», donc du coup, on a consulté, donc un psychiatre et le psychiatre a mis donc un diagnostic d'une pathologie, donc avec, un traitement médical, très lourd, voilà, des antidépresseurs, des somnifères, des choses, voilà, des anxiolytiques et cetera, tout un pataquès qui fait qu'après pendant mes études, je m'endormais en cours, j'arrivais plus à suivre. Il fallait pas parler de cette pathologie aux autres parce que sinon on allait être rejeté. Il fallait le dire à personne, donc j'ai été enfermée dans une maladie pendant 10 ans, Ouais. jusqu'au jour où je suis allée voir, une kinésiologue et je lui ai parlé du fait que j'avais l'impression que ces médicaments ne servaient à rien et que j'avais l'impression que ça ne m'était pas plus que ça. Ouais.
Et du coup, là, elle a dit: «Beh, pourquoi ne pas en parler à votre psy?» Et puis mon psy était parti, à la retraite, hein, et du coup, j'avais un nouveau psy. Et quand j'ai parlé à mon psy, j'ai dit: «Voilà, j'ai l'impression que les médicaments, ça sert à rien et cetera». Il me dit: «Ben non, pour moi, vous n'êtes pas malade». Donc il m'a dit: «Vous n'avez pas, voilà, cette maladie, pour moi, vous l'êtes pas». Et là, je suis tombée de haut. Et du coup, on a commencé à arrêter tous les médicaments, parce qu'on a quand même des médicaments. Voilà, on a commencé à arrêter les médicaments au fur et à mesure, parce qu'il y a quand même, quand on prend des médicaments pendant des années, ben, il y a toujours la peur de retomber et de se dire: «Beh, finalement, je suis peut-être vraiment malade, donc si Oui, je suis bien pas sûr. bien et cetera, je suis peut-être malade». Et donc au bout de quelques mois, je ne prenais plus aucun médicament. Non, mais attends, c'est hyper intéressant. Donc en fait, tu pas parce que en fait, il y a des choses en fait, juste pour, remettre le contexte, il y a eu un moment où j'ai demandé à Valentina parce que bon, on s'envoie beaucoup de messages vocaux et je lui ai dit: «Attends, arrête de me raconter, je veux découvrir des choses en fait quand on fera l'échange». Mais c'est incroyable en fait. Donc du coup, pendant 10 ans, tu croyais être malade de quelque chose Tout à fait. Donc que j'avais tu une maladie qui avait été posée, hein, donc j'avais des traitements, des médicaments très lourds qui m'ont empêché de vivre, qui ont créé des problèmes au niveau digestif, sur ma vie, sociable et cetera, même avec, au niveau sentimental, hein. C'est-à-dire que dire à l'autre qu'on est malade, qu'on a une pathologie, il faut que l'autre l'accepte aussi. Ça veut dire qu'on s'empêche d'être soi-même, ça veut dire que dans cette maladie, on m'a enfermée, à me dire: «Il faut bien dormir, il ne faut pas boire d'alcool, il faut pas, se coucher tard, il faut avoir une vie très réglée, il faut prendre ses médicaments de manière très réglée». Donc il y avait un côté, est-ce que j'ai bien pris mes médicaments? Il y avait pas le droit à l'erreur. une certaine Pas le pression droit de dire je. forte. Oui, et le problème, c'est que le cerveau est très fort, Mmh. quand on te dit que tu es malade, pour rentrer dans cette maladie. Donc en fait, pendant 10 ans, dès que ça n'allait pas, je disais: «Oui, mais de toute façon, c'est la faute à la maladie, c'est Ouais, pas de ma faute». Donc ouais, j'ai mis beaucoup de choses sur le dos de la maladie et je ouais. me suis pas pris en main. En fait, je suis restée victime de ce diagnostic qui a été posé, jusqu'au jour où, j'ai rencontré cette kinésiologue. Alors, ça aurait pu être elle, une autre, c'est juste que c'était le bon moment pour moi. Ouais, Alors ouais. j'avais fait des Parfois, c'est formations, hein, j'étais allée voir, des kinés. J'étais allée voir des magnétiseurs, j'étais allée voir plein de gens dans la médiumnité, puisque du coup, ma mère est dans la spiritualité. Donc, elle m'a dit: «On va essayer de t'aider aussi au travers, de magnétisme, de soins énergétiques». Et en fait, tous les gens que je suis allée voir qui étaient dans la spiritualité, ils me disaient tous: «Vous n'êtes pas malade». Mais le diagnostic avait été posé par un médecin, et là, des gens qui sont dans la spiritualité, qu'est-ce qu'ils en savent? Ils ne sont pas médecins. Donc, dans ma tête, je me dis: «Il n'est pas légitime de le dire». bien sûr, bien sûr. Et puis moi, je ne pouvais pas sortir des médicaments, parce que si je sortais des médicaments et que j'avais, une rechute et que j'étais dans un mal-être existentiel comme avant, c'était une horreur. Donc c'était inconcevable pour moi, à ce moment-là, d'arrêter mes médicaments ou de tester. Donc j'étais prisonnière jusqu'au jour où elle m'a dit: «Beh, si ça marche pas, parlez-en». Donc j'en ai parlé et là, en effet, il m'a dit: «Vous n'êtes pas malade». Et là, je suis tombée de haut et Et ça a comment ça été, se fait que c'est possible qu'à l'époque donc 10 ans auparavant, ils aient pu se tromper? Est-ce que ça parce que ça évolue ou comment en c'est fait, si tu veux, à possible? l'époque, ce diagnostic avait été enfin, c'était un diagnostic où on y mettait un peu tout le monde dedans. Donc c'était une maladie, en gros, on y met tout le monde dedans, tout le monde est comme ça, et ça pouvait coller en plus, aux symptômes qu'il y avait. Ouais. Donc et en fait, c'était donc mon hypersensibilité finalement a été, voilà, diagnostiquée. Il y a eu une erreur médicale et c'était de l'hypersensibilité. À l'époque, c'était pas connu l'hypersensibilité. On mettait les gens dans les hôpitaux psychiatriques. Tu étais malade, et avant ça, ça aurait été des années avant, j'aurais été en hôpital psychiatrique avec des et ils ont même pensé à me mettre de me lobotomiser, hein. Donc ça a même été, posé en diagnostic. J'ai une personne de ma famille, qui a eu un diagnostic aussi, il y a longtemps en fait, il y a attends, je suis en train de me dire. Bon, la personne est décédée maintenant, mais et en fait, il a eu Ah ouais, ces trucs-là, là, où ils te font des une chocs en fait, lobotomie, des ouais, chocs, des électrochocs en fait et je me au souviens, niveau du cerveau, en fait, ouais. je me disais: «Mais c'est pas possible, en fait, c'est pas possible qu'on fasse encore ça». Parce que je pense que ça, c'était il y a peut-être, il y a peut-être 10 ans, j'ai plus trop la mé j'ai pas trop la C'était notion. assez récent, en fait, hein. Ouais, et ils le font encore, même je me demande si c'est encore, Hyper ça va violent. encore, hein, ouais. Mais oui, 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 mais moi je pensais, tu vois, à l'époque, je dis: «Mais non, mais ils faisaient ça avant». On fait encore ça Ouais, maintenant? Et j'ai trouvé ça hyper violent et tu vois, je me dis en fait que peut-être que bon voilà, on pourra jamais savoir, mais peut-être que cette personne a été à tort, aussi diagnostiquée et c'est incroyable en fait, donc du coup, depuis combien de temps là, tu as arrêté ton traitement?
Donc en fait, si tu veux, ça a été autour de j'ai 37 ans et c'était autour de mes 30 ans. Ouais. Autour de mes 30 ans que vraiment, j'ai arrêté mes médicaments, j'ai commencé à arrêter mes médicaments et en parallèle de ça, je me suis ouvert à la médiumnité parce qu'il faut savoir que pendant 10 ans, ça m'a coupé toute Médicaments, c'est connexion, bien sûr, bien voilà, sûr. à la médiumnité, même si j'avais l'intuition, mais les médicaments, bloquent, des choses au niveau du cerveau. Ouais. Donc, du coup, je me suis ouverte et donc j'ai fait des stages de médiumnité et là, ça a été une révélation. C'est-à-dire que pendant des années, je me suis sentie rejetée, pas à ma place. Quand je suis rentrée dans le monde de la spiritualité avec des personnes dans la bienveillance, dans le non-jugement et en gros, ta faiblesse ou tes connexions à ce qui est autour de toi, cette hypersensibilité, ce haut potentiel émotionnel, c'est accueilli comme une force. Ouais. On te prend, c'est énorme en fait. Et du coup, j'avais toutes mes capacités et tout mon potentiel. Donc, j'ai même été surprise de qui j'étais et de me dire, mais en fait, c'est là qu'est ma place. Mais Et en en fait, fait, la si tu avais spiritualité été m'a permis à. endormie, c'est comme Oui, si tu avais été endormie. En fait, ces médicaments-là sont tellement forts, c'est comme si on t'endormait, on t'anesthésiait, en fait. ouais, il y a une partie de ça. Et puis, euh, je pense qu'en plus, ça n'a pas eu vraiment d'effet. Ça régule tout ce qui est humeur, etc. Donc, il y avait ça, il y avait des somnifères. Et après, en fait, en fait, le problème, c'est que ça t'empêche de travailler sur toi. C'est-à-dire que pendant 10 ans, j'ai pas cherché à gérer mes émotions. Ouais. L'hypersensibilité, ça vient à la base, tu vas trouver que l'hypersensibilité, c'est une faiblesse à partir du moment où tu ne sais pas gérer tes émotions. Donc pendant 10 ans, ça m'a empêché de faire un travail sur moi puisque c'est une maladie. C'est pas Ouais. ma faute. J'ai une hormone défaillante dans ma tête. On me disait, tu as une hormone, il y a quelque chose que tu n'as pas. Mm. Donc voilà. Donc du coup, tu te dis pas, je peux trouver des solutions pour arranger ça. Ouais. Donc c'est culpabilisant aussi, hein, ça a culpabilisé aussi ma famille de se dire peut-être qu'ils étaient responsables de quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose, tu vois. Donc ça va créer de la culpabilité et pour beaucoup aussi pour l'entourage. C'est difficile à vivre avec quelqu'un qui est diagnostiqué, qui est malade, qui a des aléas, etc. Parce qu'on se laisse emporter dedans, hein. C'est-à-dire qu'on a une émotion et on se dit c'est la maladie, donc c'est pas grave, on va être mal, mais c'est la maladie. Donc c'est voilà. Et alors après, aujourd'hui, il faut faire attention aussi. Il y a des cas de pathologie clinique, hein, Oui, bien sûr. psychiatrique, et ça, il y en a. Mais en C'est fait, qu'il faut, c'est voilà. intéressant de se refaire tester, diagnostiquer régulièrement, finalement, en fait. Parce que c'est vrai que eux aussi, en plus de il y a les recherches aussi qui sont affinés aussi au fur et à mesure. Et puis, c'est vrai que maintenant, il y a des termes qu'on n'avait pas il y a 10 ans, tout ce qui est TDAH, HPI, HPE, TSA. Enfin, il y a plein de choses qui existent maintenant dont on ne savait pas. Donc, c'est intéressant ouais, de se faire diagnostiquer parce que la recherche évolue aussi et qu'il y a des choses qui avant on pensait que c'était ça et que maintenant, bah, de toute façon, tu en es la preuve vivante, hein. C'est qu'en fait, C'est surtout qu'on a enfermé des gens dans des hôpitaux psychiatriques et en gros, tu étais différent, on t'enfermait. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'acceptait pas la différence. À l'école, les enfants, dès que quelqu'un est différent, dès qu'il montre une différence, on se moque de lui. Donc c'est aussi dans des croyances, dans un mode de vie. Tu es différent, on te montre du doigt. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de thérapeutes se sentent différents, incompris et ont tendance à s'isoler parce qu'ils ont l'impression qu'on va les juger, les critiquer. Et en fait, quand tu assumes complètement la différence, qui tu es, eh bien, tu n'es plus touché par ces critiques et ces jugements et les gens arrêtent parce que ça ne te touche pas. ouais. Bah, c'est un long processus tu vois, c'est un équilibre en fait entre qu'est-ce que je prends en fait de ce qu'on me dit, parce que ça peut aussi te faire évoluer. Il y a des fois, moi je sais que il y a des fois où je suis un peu trop, je me soigne avec le temps, mais tu es un peu trop têtue, tu vois. Donc quand on va me dire quelque chose, je dis non, 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 c'est pas comme ça, je suis pas comme ça, tout ça, machin. Et maintenant, j'ai tendance à dire, ok, juste écoute la personne, essaye de voir vraiment parce que si ça peut effectivement, ce que te dit la personne, te faire évoluer, bon, pourquoi pas. Bon, après, si c'est non, tu vois, mais je suis plus fermée totalement, tu vois. Avant, c'était non, je suis pas comme ça, et point, tu vois. Alors que maintenant, je vais juste me dire, ok, juste réfléchis à ce que te dit la personne. Est-ce que ça résonne en toi ou pas? Ou sinon, bah, laisse tomber et passe à autre chose, tu vois. Parce que bah, du coup, forcément, l'autre t'apporte toujours. Mais de toute façon, je pense que. Alors, je ne savais pas, mais on a dû avoir un peu la même enfance de rejet et d'humiliation par les autres. Et je pense que ça nous a marqué vraiment au fer rouge le fait de Mhm. se dire l'autre est dangereux, en fait.
l'autre me fait du mal. Donc en fait, bah, je vais faire très attention au fait de me mélanger aux autres et le fait d'écouter les autres parce qu'en fait, de toute façon, à un moment donné, ils vont me faire du mal, en fait. Mm. Là, ce truc-là, tu ressens encore ce truc-là, toi? Je le ressentais plus, mais Ouais, de nouveau, ouais, en ça. fait, je suis réexposée avec des adultes. Et en fait, tu te rends compte rapidement que si tu es avec des gens qui sont pas comme toi, en gros, dans cette ouverture-là spirituelle, en tous les cas de développement personnel, des gens dans la bienveillance, ou en tous les cas sur ça, Ouais. il y a beaucoup de dualité en fait. Le monde, il est fait de personnes, enfin, il y a des différents de plans, il y a de la 2D, 3D, 4D, 5D, c'est des cheminements, des évolutions, et il y a des gens qui restent dans la matière concrète, l'argent, voilà, tout le côté de dualité du monde, en fait, du matériel, de l'argent, il faut réussir, il faut l'image de soi, etc. Moi, tout ça, j'ai peut-être été à un moment donné là-dedans, Mmh. j'en suis sortie, et maintenant, le monde de la matérialité, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche de ce que j'ai. L'important, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est d'être bien avec sa famille. Enfin, j'ai des valeurs qui ont changé, qui sont différentes. Donc après, c'est parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde que les autres. Donc si systématiquement, on ne le comprend pas et qu'on veut aller avec ces gens-là, on va forcément souffrir. C'est d'accepter, tu vois, et c'est de s'écouter, de se connaître et de se dire, mais je vais aller avec les personnes avec au niveau du cœur, ça vibre. Ça ne veut pas dire que ça va vibrer sur tout et qu'on a forcément aussi des choses sur lesquelles on ne sera pas d'accord. Mais tu le ressens au fond de toi. C'est ta famille d'âme. C'est d'aller vers ta famille d'âme. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, c'est hyper Et c'est intéressant. ce que je vois, que j'ai vécu là. Tu vois, c'est ce que j'ai vécu récemment. Là, je suis en pleine leçon sur ça. Donc, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas persister. Ça passe pas, ça passe pas. Voilà, on Et change et puis on va voir différemment. mais en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, mais ça, c'est ma façon des fois, de trop vouloir essayer de comprendre. Mais de me dire pourquoi, en fait, pourquoi elle te rejette? Pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas dans le moule qu'elles veulent? Après, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que je leur envoie certainement quelque chose qui font qu'aujourd'hui, ça leur fait peut-être aller des blessures. Dans le rejet de l'autre, c'est souvent, ça peut être, tu peux avoir une image de quelqu'un qui a très confiance, qui met en place des projets, ça va créer de la jalousie parce que c'est des choses qu'elles n'ont pas atteint. Donc ça peut créer parfois aussi de la jalousie, des gens qui t'envient, des gens tu leur envoies, ils n'ont pas confiance en eux, donc ils doivent travailler cette part-là. Donc tu vois, c'est aussi parfois tu rejettes ce que tu ne peux pas avoir ou ce que tu aimerais avoir que tu as pas. Donc soit tu es en admiration devant la personne, soit il y a ce côté de rejet: «Ouh là là, c'est ce que je dois bosser, je veux pas le voir». On est Est-ce un que peu un miroir finalement. est-ce que c'est le fait que tu sois, médium qui les dérange? Alors j'ai cette part-là aussi, si tu veux, ça dans le monde de la spiritualité et du bien-être, ce qui parfois peut déranger, c'est que vu que je suis, voilà, j'ai des personnes qui m'ont dit: «Après tu déranges parce que déjà tu es atypique, c'est toi». J'ai une activité propre avec, des choses que les autres ne proposent pas forcément. Après je suis canal, donc j'ai aussi les informations qui me viennent directement. Et ça dérange. C'est-à-dire que j'ai pas besoin, moi, de faire 10 000 formations. Alors, c'est pas, je mets pas de l'ego, hein, je me vante pas, attention, mais j'ai pas forcément fait 10 000 formations. J'ai toujours eu j'ai beaucoup de choses en clair connaissance, c'est-à-dire que j'ai pas forcément la culture ou des choses comme ça, mais j'ai les informations. Je le puise dans la conscience générale. Ouais. Donc, j'ai accès aux informations et ça depuis toute petite. J'ai les informations qui me viennent. C'est comme ça, alors que d'autres vont devoir faire des études, vont devoir faire des recherches, vont devoir t'interroger. Il y a le côté psy, etc. Ben, cette phase-là, je l'ai de mon expérience aussi, hein, ce côté empathique. J'ai pas besoin de faire des études de psy, tu Oui, vois, de tout à fait. psychologie. Tu vas être sur autre chose aussi, quoi. Enfin, tu apportes, en fait, une connaissance des gens, autrement que par, la psychanalyse, et la psychothérapie et c'est ça qui est intéressant maintenant, en fait. C'est que en fait, il y a pas plus que ça. Il y a plein d'autres choses maintenant. On peut explorer de la façon dont on veut, et on n'est plus obligé de prendre cette voie-là de la psychologie, mais on peut explorer autrement. Et Mais oui, mais les psychologues et les psychologues que j'ai pu rencontrer, des psychologues, qu'il y en a partout. Quand tu leur dis que tu fais par rapport avec des soins quantiques, des choses comme ça, tu permets d'aider par rapport à certaines blessures, hein, les blessures des personnes, trahison, etc., par rapport à leur passé, ils ouvrent les yeux moi, je sais et que ils ça, se c'est disent,
ce genre de Et trucs. voilà, il y a le côté dangereux. Ouais. Je voulais rebondir, excuse-moi de te couper, sur les soins quantiques, parce que alors moi, j'adore tester tout, tout, tout. Et donc, quand Valentina m'a proposé, m'a dit, bah voilà, je suis en train de faire ça, est-ce que ça te dit de tester? Je suis bien sûr. Et en fait, je dois avouer que c'est assez fou, en fait, ce qui se passe. C'est qu'il y a vraiment des changements assez notables qui se passent dans les jours qui viennent. Et même le truc, en fait, qui se passe pendant la séance, les choses qui arrivent et enfin, moi, je sais que j'étais là, je fais: «Oh putain, je m'attendais pas à de devoir parler de ça ou aller sur ce terrain-là». Et je trouve ça vraiment incroyable, en fait, ce qui se passe pendant ces soins-là. Moi, j'étais très bluffée, je connaissais pas et j'étais vraiment très bluffée, donc voilà. C'est à découvrir. Comment tu le définirais le soin quantique? Parce que moi, je Ouais, alors c'est le soin quantique, c'est un soin psycho-énergétique émotionnel et ça va remettre du mouvement dans tous les champs qui sont autour de nous. Donc on a le champ physique, émotionnel, psychologique, éthérique, spirituel et ça va aller même sur les vies antérieures. Ça va aller en fait remettre du mouvement parce que alors quand je l'explique aux gens, souvent par exemple, on a vécu des choses dans le passé, dans l'enfance, petit et cetera et on va arriver avec des informations qu'on a cristallisées. Ça peut être des expérience douloureuse qu'on a cristallisée. Au bout d'un moment, on est enfermé dans une toile d'araignée avec toutes ces informations qu'on n'a pas réussi parfois à libérer. Donc, en fait, on n'y arrive plus et on se sent bloqué. Et à des moments de sa vie, on a l'impression qu'on ne peut plus avancer. Et c'est à ce moment-là que le soin quantique va vraiment avoir sa place parce qu'il va permettre de remettre en mouvement. Ça veut dire que moi, je suis juste accompagnant lors du soin. La personne est créatrice, donc tout ce qui s'est passé pour toi, moi, j'ai absolument rien fait. C'est Marilyn qui est venue et c'est toi qui as accepté aussi de t'ouvrir et de recevoir ces informations qui étaient justes et utiles à ce moment-là, à l'instant présent. On le refait le lendemain, on aura complètement autre chose. Et c'est des informations qui viennent et qu'on va transformer. Donc, tu vas conscientiser des informations et tu vas dire, ah, ok, clac, comme un ordinateur. Donc, les informations, elles arrivent, ok, ou une image, quelque chose, et là, ah, ok. c'est ça qui est incroyable, en fait, c'est que, et c'est ça que j'aime beaucoup, parce que les trucs où tu te laisses complètement faire et que tu es pas du tout, acteur du truc, parce qu'on nous a beaucoup mis, dans différentes thérapies, c'est genre, OK, c'est le thérapeute qui s'occupe de tout et toi, tu as cette passivité-là, des fois, qu'il y a dans la thérapie. En fait, moi, j'aime plus ça, j'aime bien, du coup, ce soin-là est parfait et je me souviens de peut-être d'avoir des images, des mots. Tu es là, tu fais: «Putain, mais» puis même au début, tu es là, tu fais: «Ouais, bon, j'ai eu ce mot-là, mais je sais pas» et en fin de compte, tu te rends compte que si ça t'amène quelque part, en fait et c'est vraiment c'est hyper intéressant donc voilà, je vous invite, à essayer. Vraiment, c'est assez fou, enfin moi, je sais que j'ai été, très bluffée et j'étais vraiment dans une optique de: «J'essaye, et on verra bien» et mais ça, c'est une facilité que j'ai, beaucoup. Je pars jamais en étant sceptique. J'y vais et je me dis: «Je me laisse embarquer dans le truc et on verra bien». Donc je suis, assez ouverte assez facilement et c'était vraiment fou donc voilà. Je Pour mettre un peu en lumière cette chose-là que tu fais. Je crois qu'on a Est-ce que tu voudrais peut-être faire juste toi un petit point sur aussi ce que tu fais, Marilyn? Ce que tu proposes, la manière, de proposer aussi tes séances en sophrologie, voilà. Ça serait intéressant, bah, écoute, plus ça va, plus ce que je suis en train de faire, c'est j'ai l'impression de coacher les gens et on me l'a dit, on me le dit de plus en plus souvent, en fait, qu'ils ont l'impression d'avoir été coachés, que, je suis pas une j'ai pas l'impression je pense que j'ai intégré la sophrologie. Je suis pas une sophrologue, au sens propre du terme, mais après je pense que toutes les sophrologues, en fait, intègrent la sophrologie de manière, différente. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai intégré la sophrologie et j'accompagne, en fait, les gens avec ça. La plupart du temps, j'ai des personnes, en fait, c'est souvent des mamans, qui sont un peu en galère, en fait, qui n'arrivent pas à trouver de solution sur, comment gérer, les situations avec leur enfant. Généralement, c'est leur enfant, en fait, qui va dire qu'elle va f est dans une situation qui va les bloquer. Je sais pas, un enfant, qui mange pas ou un enfant, qui a des difficultés de sommeil ou des enfants qui fait des crises vraiment incroyables et tout ça
Et en fait, généralement, on a tendance à, et moi la première, hein, moi je me souviens dans les premières années de mon fils, c'était bon, comment je peux faire pour qu'il aille mieux? Et en fait, tu te rends compte que c'est cool de faire ça, mais que tu es quand même la première personne à encaisser ce qui est en train de se Mmh. passer et que tu ne fais rien en fait. Et donc moi, j'ai vraiment à cœur, alors c'est des mamans pour l'instant, et c'est très bien comme ça, et de pouvoir prendre soin de ces mamans-là et de pouvoir les accompagner pour les aider à redescendre en fait en pression, tu vois? De se dire: «OK», en fait d'un peu de, ouais, de redescendre en pression, en fait. D'accepter un peu la situation qui est, et c'est comme si elles étaient dans un espèce de brouillard, en fait, avec cette situation, tu vois? Ça t'encombre la tête, c'est tout le temps: «Putain, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comment je vais faire pour que mon enfant aille mieux?» Puis quand c'est ton enfant, c'est vraiment la chair de ta chair, donc tu as vraiment envie qu'il aille mieux parce que tu sais ce que c'est la souffrance. Tu sais ce que Et oui. c'est de vivre le, donc tu te dis: «Il faut que je fasse tout pour qu'il aille mieux». Mais dès que tu commences à retourner le truc, à dire: «OK, déjà moi, comment je peux faire pour...» Puis je pense aussi que des fois, c'est un peu un miroir de ce que je vois. En fait, il y a une espèce de miroir de, si un des parents ne va pas bien ou le couple ne va pas bien, c'est comme si l'enfant pouvait ressentir ça et l'exprimer. Et des fois, c'est fou parce qu'il l'exprime. Moi, j'ai vu des situations où l'enfant était d'une insolence, mais folle. Et donc, bien sûr, il se faisait punir et réprimer et tout ça. Et en fin de compte, Heu, il était en train d'exprimer un mal-être qu'il y avait à la maison, par Mmh. l'insu Ouais. et en fait, dès que tu commences à, moi, je trouve ça hyper intéressant, en fait, que tout le monde, tu vois? C'est pas que l'enfant, mais c'est vraiment tout le monde. Comment on fait pour que tout le monde soit comme si c'est une approche un peu systémique, en fait, tu vois? Ouais. De recréer une harmonie, parce que c'est comme si, tu vois, tu étais, je sais pas, un piano désaccordé où, tu vois, tu es en train je à chaque fois, je vois la famille comme un orchestre, en fait, tu vois? Et au début, avant que l'orchestre ne commence à jouer, ils sont tous en train de, comment on dit? Tu sais, quand tu as Oui, c'est les sens là, ils s'accordent ensemble, en fait. Enfin, je sais pas si c'est le terme. Et en fait, c'est un peu ça, c'est à un moment donné, il y a un, c'est en disharmonie, et comment tu fais pour remettre, en fait, pour réaccorder tout le monde, pour que tout le monde se réaccorde. Et en fait, c'est ça qui se passe à chaque fois, et c'est un peu ça que je fais, en fait. C'est de pouvoir, j'utilise la sophrologie, mais j'utilise aussi, plein d'autres techniques pour pouvoir aider la maman à se sortir de cette situation-là et de recréer, de réaccorder, en fait, tout le monde pour se sortir d'une situation. super. Donc en fait, si on pourrait dire, tu pourrais presque avoir ce statut-là de coach en parentalité, puisque c'est très, très prisé, très recherché. Il y a ce coaching, enfin, d'accompagner, tu vois, les parents et les enfants J'ai regardé en avec l'outil de sophrologie. C'est ça. En fait, le truc, c'est que par contre, alors, j'ai regardé, tous les, parce qu'on m'en a parlé, tu pas la première, et en fait, les coachs en parentalité, celles que j'ai vues en tout cas, elles donnent des conseils sur, moi, je donne pas de conseils. Elles donnent des conseils sur, comment faire avec ton enfant, da da da, et on en revient toujours à l'enfant, en fait, tu vois? Il y a toujours ce truc de on revient à l'enfant. Mais moi, je veux vraiment mettre le parent au centre, tu vois? À chaque fois, je reviens et je dis: «Non, mais vous, en fait». Parce qu'on a trop tendance à s'oublier quand on est parent, et on veut tout de Oui, mais suite. c'est là, c'est gérer l'émotion de parent. Donc, c'est aider la personne à gérer ses émotions, parce que c'est ça la première chose. C'est quand tu as un enfant qui commence à faire une crise, et cetera, on a parfois tendance à s'énerver. Et en fait, finalement, tu vas aider le parent à se détendre, à se calmer et aborder la situation de manière différente. Donc, c'est coach en parentalité, mais coach en parentalité parce que tu vas accompagner l'adulte et le parent à mieux vivre avec son enfant et à peut-être, vu qu'il est bien, à mieux comprendre son enfant. Donc ça s'appelle du coach en parentalité et enfin, ça peut être ça et après on est tous différents en tant que coach, mais c'est accompagner le parent et ça parle bien. En tant que parent, moi j'ai une problématique avec mon enfant et est-ce que vous êtes allé voir de ce côté-là? Et la systémie familiale aussi, ça peut être pas mal, en effet en groupe avec les parents et que chacun arrive à avoir on a des choses extraordinaires qui se passent en systémie, hein, sur Et enfin, je pense, tu sais, du au fur et à mesure, constellations, tu sais les constellations. les constellations familiales, mais je pense qu'au fur et à mesure, tu vois, ça me vraiment, ça me passionne, en fait, de voir, dans une famille, en fait, comment, et puis en plus, alors je pourrais pas l'expliquer, mais
Enfin, vraiment, mais je ressens en fait. J'ai cette possibilité-là et c'est très drôle parce que j'ai des amis qui m'ont demandé récemment de faire un test Myers-Briggs, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est un test où en fait tu as 16 personnalités et en fait ils te disent quelle personnalité t'es. Apparemment, c'est assez connu, mais plutôt dans les trucs anglo-saxons. Et en fait, dans ce truc-là, donc moi, je suis le type de personnalité que je suis, c'est inspiratrice. Et en fait, bon bref, c'est un truc de fou parce que c'est exactement moi qui sont en train de décrire. C'est assez dingue. Et en fait, il disait que ce type de personnes-là, en fait, ils arrivent à ressentir les gens. Et c'est exactement ça, c'est que la personne me parle et j'arrive à ressentir exactement ce qu'elle a dans sa tête. Et après, elle va m'expliquer son enfant et j'arrive à ressentir euh, ce que l'enfant en fait éprouve ou ce qu'il va parce que admettons si je reprends cette idée d'enfant insolent là, Mm. dès le départ j'avais dit aux parents, il n'est pas en train de vous mettre à l'épreuve dans le sens où il n'est pas en train de de ne pas vous respecter ou quoi. Il y a autre chose. Il est en train d'exprimer quelque chose, un espèce de mal-être qu'il y a à la maison. Et en fait, au départ, c'était mais non, mais on ne voit pas, tout va bien. Généralement, on est beaucoup dans le déni. Le cerveau, il a du mal des fois avec des situations compliquées. Et en fait, au fur et à mesure du truc, bah, on a mis le doigt dessus, en fait. Mais il y a ce truc où j'arrive à... Je T'as sais pas. accès à l'information. En fait, c'est du quantique. Du coup, Ouais, tu as accès aux informations. En fait, c'est au travers des parents que tu ouais, as accès à l'information de l'enfant. Ce que je vais étudier en communication quantique, c'est que du coup, tu parles finalement au travers de la personne, tu parles à l'enfant. ouais. Donc, tu vas parler aux enfants, aux frères, aux sœurs, et tu vas avoir accès à une information, parce que du coup, tu as ressenti qu'il y avait un mal-être, etc., qu'il a évoqué comme ça. Et donc, tu vas dans la tête de la personne qui te donne l'information, donc tu vois son état d'esprit, et tu sais derrière que quand la personne, elle te dit qu'elle va bien, tu sais que derrière, ça va pas. Ouais, il y a un truc. Ouais, Et ça, c'est là, pour moi, je dis, c'est la médiumnité. On est un canal, donc tu reçois, ça peut être par le physique, dans tes ressentis, dans ton émotion, et on est dans l'empathie. Donc, tu as les bulles autour, et du coup, tu as accès à l'information. Et en Ah non, fait, c'est juste, donc, tu vois. Et voilà, donc tu es connecté aux gens, et donc tu les aides comme ça. Et tu vois, par rapport à un coach en parentalité, peut-être différent, qui va te poser différents types de questions pour, comme un psychologue, t'amener à une conclusion. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Marilyn, elle fait ça et elle a accès à l'information. On ne va pas faire 10 séances. Du coup, avec Marilyn, si vous allez la voir, vous pourrez avoir peut-être plusieurs séances, mais peut-être pas autant de séances puisqu'elle aura l'information directe. Et c'est ça qui fait aussi la différence entre certains thérapeutes et accompagnants. On a des informations qui sont pas, qu'on n'est pas allé faire parce qu'on a fait de la psychologie, qu'on a fait certaines choses. Tu les as en intuitif et tu les as direct et ça aide, ça va beaucoup plus vite, on va à l'essentiel. c'est clair. Et c'est extraordinaire en fait. Ah non, mais carrément. Carrément. Il faut utiliser ça pour aider les gens. Donc, tu vois, c'est un de tes outils. Je suis canal, je reçois. On n'est pas obligé forcément toujours de le nommer, etc. Mais tu l'as. Donc, ça va aller beaucoup plus vite. Valentina, on est déjà Ouais. à la fin du truc. Donc, Ok. pour pas qu'on soit coupé comme des... hein, merci beaucoup et Ouais. merci de m'avoir relancé pour que je parle de moi. Ah ben attends, moi, c'est normal, hein, c'est un échange. Moi, je trouve que c'est bien qu'on soit dans l'échange et pas qu'une personne. C'est important d'être dans l'échange aussi. Mais merci à toi, en tous les cas. Ben, si jamais, on pourra très bien refaire une autre vidéo, hein, c'est avec grand plaisir. Si des personnes veulent mettre en commentaire des thématiques qui pourraient les intéresser, l'hypersensibilité, certaines choses, la parentalité, des choses comme ça, n'hésitez pas qu'on puisse vous refaire une petite vidéo de conversation, de discussion. C'est super, en tous les cas. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Beaucoup, hein? Ouais, à bientôt. Alors, attends, comment